Sunderlight Productions. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, salut les rideuses, salut les riders, c'est parti pour un nouvel épisode de Mordu. Je suis Mathieu, et pour ceux qui ne connaissent pas encore le pitch, dans la Fat Interview de Mordu, je vous emmène à la rencontre des personnalités les plus inspirantes de la planète glisse et outdoor. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un véritable pionnier du surf de gros, Peyo Lizarazu. Peyo, c'est celui qui est à l'origine de la découverte, puis des sessions sur la vague monstre du Pays Basque, Belara. Enfant du pays, à la fois déterminé et curieux, vous verrez que c'est tout sauf un hasard si celui qui a par ailleurs été à la tête de l'innovation de Quicksilver a été le premier à spotter cet endroit mythique. Échanger avec Peyo, c'est aussi une prise de recul sur les débats qui agitent le petit monde de la glisse, le storytelling de la découverte de Nazaré par les Américains, l'utilisation des jet skis pour surfer, les piscines à vagues. On a tout balayé. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi au Pays Basque, avec vue sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, pour ce nouvel épisode de Mordu, Peyo Lizarazu, une vie de surf. Salut Peyo, bienvenue sur Mordu. Bonjour, merci. Ah bah écoute, moi je suis très content qu'on fasse cet épisode. Ça fait longtemps qu'on se parle, hein. Ça fait presque 2 ans qu'on est en contact pour faire cette interview, donc je suis très content que ça se fasse. Et puis ça se fait un moment sympa parce que t'as une belle actu là. T'as sorti en fin d'année dernière, fin 2022, un très beau livre, Vite Surf. On va l'évoquer. Et j'avais envie de commencer par ça d'ailleurs. Ce livre, hein, tu parles de ta vie, de la vie d'autres surfeurs, de la culture surf. Je l'ai adoré. Il est très riche en contenu. Il y a un truc qui m'a intrigué dans ce livre, c'est le prologue. Effectivement, je commence ce prologue par rapport aux quelques mois qui ont précédé nos premières vagues sur à Belara. Ça faisait quelques années, on dira, qu'on préparait notre première session à Belara. Mais moi, quelques mois avant notre première session, j'ai décidé, parce que c'est moi qui l'ai décidé, même si on m'a proposé de partir m'expatrier en Angleterre pour faire un MBA. C'était en septembre 2002 que je suis parti. Voilà, ça faisait 7 ans que je faisais du marketing chez Quicksilver en Europe. Et que je voulais un peu me remettre au goût du jour des formations, et j'avais regardé pour faire des cours du soir à la CCI locale, et quand j'ai dit ça à mon patron de l'époque, au grand patron de l'époque, qui était Bernard Mariette, je pense qu'il était assez bluffé de voir un jeune comme moi, à mon âge, avec le job que j'avais. Je faisais du marketing, donc voilà, beaucoup de voyages, des photoshoots, des compétitions. Et je pense qu'il avait été bluffé qu'un jeune montre qu'il voulait pas faire que ça dans sa vie. Et comme souvent dans sa manière de gérer, il m'a à son tour surpris. Et c'est là qu'il m'a dit, tu veux faire des études, tu vas faire un MBA, et c'est nous qui allons te le payer, tu vas faire le MBA que j'ai fait. Je m'attendais pas forcément à ça. Ouais, parce qu'en plus, il aurait pu t'envoyer à San Diego ou en Australie, ça aurait été plus sympa pour le surf, quoi. Là, ouais. Tu te retrouves en Angleterre. Et alors, effectivement, le MBA que Bernard avait fait était un MBA entre Leeds et Manchester, dans une ville qui s'appelle Bradford, qui n'est pas le MBA le plus coté aujourd'hui en Europe ou dans le monde, mais qui est un des MBA les plus anciens. C'est celui que Bernard avait fait au début des années 80, je crois. Et c'était ça ma vie quand on a surfé ces premières vagues à Belara pour la première fois. Quand je suis parti là-bas, je savais que j'allais beaucoup travailler, mais je me suis tenu à un rythme aussi de préparation physique assez rigoureux, parce qu'on se doutait qu'on pouvait surfer Belara pour la première fois cet hiver-là. Donc c'était footing tous les matins, c'était piscine 2 fois par semaine. Et le 22 novembre 2002, j'ai pu, avec des cartes qui nous paraissaient favorables, j'ai pu prendre un petit billet d'avion retour via Ryanair
Et arrivé 2 jours avant la première session. Pourquoi tu as choisi ce moment pour commencer ? Tu aurais pu commencer par un souvenir d'enfance avec ton père qui faisait du surf, tu aurais pu commencer par plein de choses, quoi. Il y avait plein de façons d'entrer dans ce livre. Il y a eu des débats avec l'éditrice. J'ai voulu, au travers de ce livre, peut-être essayer d'aller à l'encontre des clichés du surf. Et moi, c'était cet hiver-là qui a été un hiver super marquant pour le groupe de surfeurs que nous étions chacun, avec chacun un parcours. On a surfé cette vague pour la première fois et ça a fait un peu de bruit quand même. Mais moi, j'étais dans un contexte totalement différent du contexte qu'on pouvait imaginer d'un surfeur surfant de Bellara pour la première fois, quoi. Je ne l'ai jamais raconté, les gens qui sont proches de moi le savent. Et c'était peut-être une manière de montrer que derrière du surf engagé, il y a des gens qui ont des vies, des carrières, et qu'un surfeur, ça peut faire un MBA aussi, même si ça prend des vagues à Bellara. Ouais, et ça, et je trouve, du coup, ce prologue, il est bien choisi parce que on se connaît pas bien, mais moi, j'ai eu le temps un peu de me documenter sur toi, et en fait, c'est des contacts dans le surf qui m'ont rapidement dit, en fait, il faut que tu parles à Peyo. C'est un gars qui a plein d'idées, qui est dans l'innovation, qui fait plein de choses, c'est un gars super ouvert. Et c'est vrai, quand on m'a dit ça la première fois, par rapport à l'image qu'on a vite fait, a priori, du basque, Peyo Lizarazu qui fait du surf à Bellara, tu dis bon, le mec il va être un peu obtus, quoi. Et c'est tout l'inverse, et c'est ça qui est trop rigolo, quoi. Donc j'aime bien ce prologue, et on va parler plein de choses. J'aimerais bien juste qu'on parle de Bellara, on va presque évoquer le sujet ou l'évacuer même peut-être. L'évacuer, exactement, mais je trouve que pour les gens qui ne te connaissent pas, qui écoutent Mordu, c'est quand même important qu'on en parle, ce sera fait. Mais est-ce que tu peux nous décrire la vague, le spot, pour expliquer aux gens, et moi ce qui m'intéressera, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, écrites là-dessus, mais c'est que tu me dises ce que tu as ressenti la première fois que tu as surfé. Mais vas-y, si tu peux décrire l'endroit, le spot pour ceux qui ne connaissent pas. Bellara, c'est un haut fond, c'est-à-dire que c'est une zone qui se trouve à 2500 mètres du rivage, entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Une zone où en général la profondeur moyenne est à peu près de 40 mètres. Et là, Bellara, sur un espace d'équivalent de 3-4, voire même 4-5 terrains de foot, la profondeur remonte à moins 15 mètres. Donc c'est une petite montagne sur un champ à moins 40 mètres, qui fait que quand les vagues la houle est très grosse, sur cette zone-là, cette montagne sous-marine fait que la houle déferle. Donc c'est une vague qui est au large, sans aucun repère, sur une zone de déferlement très vaste, plusieurs terrains de foot. Une vague qui nécessite des conditions de houle très particulières, de la houle très très grosse, avec idéalement peu de vent, parce que quand la houle est très grosse, ici très souvent, c'est qu'il y a une grosse tempête avec du vent, et là c'est pas praticable pour nous. Donc c'est un endroit qui est très rare à surfer, qui était connu localement par les pêcheurs, parce que c'est des zones qui devaient être esquivées le jour de tempête par les pêcheurs, donc c'était identifié sur des cartes marines. Et puis voilà, on y a surfé pour la première fois en novembre 2002. J'ai proposé ça à ses amis avec qui on a commencé la pratique du surf tracté en France. Moi je faisais ça avec mon partenaire Max Larech, on faisait ça avec nos amis d'Ossegor essentiellement. On s'entraînait à Ossegor, on s'entraînait un peu sur la côte basque, et puis un jour je leur ai dit je pense qu'il y a un truc au large de Saint-Jean. Ils m'ont pas forcément cru au début, mais un an avant à peu près, c'était en février 2002, j'ai harcelé mon partenaire Max, qui est venu avec Fred Bass pour voir. Je leur ai dit que ça marchait, ça allait marcher. Moi je partais en déplacement pour le travail, je partais aux Canaries je crois. Et puis ils sont venus, ils ont vu, et là, un délire un peu personnel, c'est devenu un peu notre objectif collectif au groupe de gens que nous étions. Donc il y avait Fred Bass, Yann Benetrix, Seb Saint-Jean, et quelques autres, et quelques mois après, alors que moi je partais sur ce MBA, on a pu faire cette première session à Bellara. Et la sensation, elle était multiple, quoi. La satisfaction d'atteindre un rêve, parce que ça a été un rêve, moi, pendant de longues années, que de surfer cette vague qui n'avait jamais été surfée. C'est une vraie quête, en fait. Ouais,
n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils ont surfé un spot pour la première fois. C'est la réalité aujourd'hui du surf et c'est comme ça depuis longtemps. Il y a très peu de gens, très peu de gens qui peuvent dire qu'ils ont surfé un spot pour la première fois. Et on est 6 à pouvoir dire ça concernant Belara. Et je suis à l'origine de cette initiative-là. Donc, ouais, c'était. Mais en même temps, c'était tellement incroyable que la satisfaction, cette satisfaction-là, elle est venue après, quoi. On avait observé, mais on s'attendait pas on s'était préparé, mais c'était totalement inconnu, quoi. On avait regardé depuis le bord, on n'était jamais allé au large pour observer. Ouais, parce que là, le jour où, en novembre 2002, tu la surfes, c'est quoi la taille pour que les gens se rendent compte? Ouais, c'est des vagues de, peut-être, c'était pas le plus gros Belara, on a eu des Belara beaucoup plus gros, quelques mois plus tard, à la session d'avril 2003, mais en novembre 2002, c'était peut-être des vagues de 8-10 mètres déjà. Donc oui, c'est des très Et toi, t'avais grosses déjà vagues. surfé du 8-10 mètres? Non. Dans le groupe que nous étions ce jour-là, donc il y avait Max, mon partenaire, Fred Bass qui était avec Anne Belletrix, il y avait Michel Laronde et Vincent Lartisien. Michel qui est un surfeur biarro, qui habitait sur Maui, Vincent qui était un ancien windsurfer professionnel sur Maui, qui eux avaient surfé à PI, donc avaient eux une certaine habitude. Donc PI c'est Jaws. Ouais, c'est Jaws effectivement, c'est le nom traditionnel hawaïen. Et eux avaient une expérience de vagues un peu si grosses, mais nous c'était la première fois qu'on surfait des vagues si grosses, c'était du jamais vu pour nous, quoi. Donc c'était effectivement une échelle qu'il a fallu digérer. Et puis, se lancer sur la vague la première fois, la violence de la vitesse, les chocs, le moindre clapot qui se transforme en bosse. C'était comme de la descente en ski sur une piste glacée à fond les ballons, quoi. Et là, vous partiez en surf tracté? Ouais, là, de toute façon, Belara, enfin, on n'est pas là pour parler de ça encore, si on doit en parler, mais voilà, tous ces spots énormes ont été découvert grâce à l'aide de la technologie, jet ski, et puis aujourd'hui il y a d'autres enjeux technologiques, ce qu'on va appeler ça du dopage technologique, mais voilà, les vestes gonflables, les planches ajustées. Donc c'était une grosse révolution, telle que d'autres spots l'ont connu, hein. PAI qui a été aussi découvert avec la pratique du surf tracté. Nazaré. Mais Nazaré est encore autre chose. Nazaré a été surfé beaucoup avant que ce soit soi-disant découvert par un Américain appelé Garrett McNamara. Ça a été surfé par des bodyboarders pendant des années. Sur de la grosse taille? Non, sur des vagues effectivement plus petites. Mais par contre, on a surfé à Nazaré. Alors moi j'ai pas pu y aller, parce que le jour où on y est allé en 2005, ça nous a paru démonté. Mais il y a des surfeurs portugais accompagnés de Michel Laronde, d'Ibon Amatrial en Espagne, enfin tous les pionniers du gros surf et du surf tracté comme nous étions en Europe, avant surfé Nazaré, avant soi-disant sa découverte en 2010. Et je sais, parce que c'est un ami avec qui j'ai le plaisir d'échanger de temps en temps, Jerry Lopez et Derek Dorner, au détour d'une tournée promotionnelle pour leur sponsor allemand de l'époque, était Kimsey, sont venus voir Nazaré au milieu des années 90. Et ils ont fait no way, quoi. Ça leur paraissait inconcevable, quoi. Après, voilà, il y a Garrett qui est arrivé, il y a eu le phénomène Nazaré avec le gouvernement du Portugal et la ville du Portugal qui a voulu faire quelque chose de Nazaré pour faire parler de manière positive du Portugal. Mais bon, on dérape. On dérape pas, parce que c'est intéressant. On va parler de deux choses. J'aimerais bien qu'on parle du surf tracté aussi, hein, ce que ça a apporté. Et puis il y a une différence, je trouve, assez majeure entre Belara et puis ces autres vagues mythiques comme Nazaré et Jaws. C'est la fréquence à laquelle ça marche, quoi. Ouais. C'est que Belara, enfin, c'est marrant parce que toi tu parles de la session de novembre 2002, la session d'avril 2003. Je me les suis noté, mais je crois qu'il y a eu 15 sessions en 10 ans, quoi. Moi j'ai dit en moyenne une à deux sessions par an, correct. Depuis 20 ans. Et toi, ça t'obsède parce que oui, forcément. Parce que si t'es parti en vacances, c'est l'enfer pour toi, quoi. Tu pars pas du coup, qu'est-ce que tu fais? J'ai loupé 3 sessions, je pense. Une pour un choix personnel,
Je croyais pas à la session. Ok. Je pensais qu'il allait y avoir du mauvais temps. Et c'était la session qui a vu pour moi l'une des plus grosses vagues jamais surfées à Bellara par Vincent Lartisien, qui s'était fait tracter par mon partenaire Max Larech. Moi j'avais décidé d'aller dans les Alpes et j'ai pas été très agréable ce week-end-là parce que j'ai compris dès le matin que j'avais fait une erreur. Et ensuite j'ai loupé plus tard 2 autres sessions en décembre 2016 et 2017 parce que j'étais aux États-Unis pour le travail, en particulier pour le développement de la veste gonflable Airlift. Et j'avais des réunions très importantes sur un projet qui était très important pour la pratique du surf dans les grosses vagues. Et c'était plus facile à digérer, disons, de louper ces sessions-là. Mais effectivement, l'hiver, j'essaie de rester pas trop loin. Ouais. Et tu le vis comme un boulet ou enfin... Non, parce que tu arrives à vivre aussi, parce que c'est rare, parce qu'on a la chance d'avoir quand même de la première session qu'on a eue en 2002 à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont progressé en météo. On est même indirectement aidé par Météo France aujourd'hui sur certains sujets. Et non, c'est juste comme ça. Et moi, c'est ce qui fait le charme de Bellara, quoi. Je suis pas certain que... Voilà, je suis pas portugais, j'habite pas à Nazaré, mais le potentiel de 50 jours, parce que c'est presque ça, c'est plusieurs dizaines de jours de très gros surf à Nazaré à un hiver, ça met la pression, quoi. Ça met la pression, hein, parce que... Pour les athlètes? Ouais, pour les athlètes, ouais. Parce que c'est quand même chaud. Il y a plein de choses qui se disent pas, mais c'est quand même chaud. Tu te mets dans une sacrée arène. Et je veux pas dire que je suis content, je préférerais avoir plus de vagues à Bellara. C'est le juste milieu, mais voilà, c'est ce qui fait la rareté, c'est ce qui fait l'intérêt du truc, ce qui fait que ça reste globalement, même si ça a bougé aussi, mais ça reste globalement calme. Nazaré, c'est devenu une sacrée scène. Et Bellara a ça de particulier, effectivement, qu'elle est très rare, comme les Cortes Bank, mais parce que, alors Cortes Bank, c'est encore dans une autre dimension, mais... Donc Cortes Bank, c'est une vague, je crois, qui est à l'ouest des États-Unis, ouais, si je ne me trompe pas, mais à 200 bornes, quoi. Non, ouais, c'est à, je crois, 70 bornes, donc c'est bien au large, et donc t'es exposé au vent, et Bellara, qui n'est qu'à 2,5 km, mais c'est beaucoup, 2,5 km. Ben ouais, t'es facilement exposé au vent et ça part vite en saucisse. Nazaré est une vague particulière parce que c'est à côté du bord, que t'as des falaises qui peuvent protéger un peu du vent des fois. Mais Nazaré est surtout particulière par ce canyon qui fait que les vagues sont surmultipliées, quoi. Et alors pourquoi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que toi t'es pionnier sur le surf tracté. Pourquoi tu surfes pas à Nazaré? Pourquoi tu y vas pas un mois par an? J'y suis allé à Nazaré. Ma vie de surfeur, ça a été une vie de passion, et ça n'a jamais été mon travail. J'ai travaillé pour le groupe Board Riders, tu en as parlé tout à l'heure, je me suis occupé d'innovation les 6 dernières années de ma vie. Le plus gros de ma carrière, c'était dans le commerce, vendre du textile, vendre des combinaisons de surf, vendre des casques de snowboard, des masques de snowboard. Sur les 25 ans que j'ai fait chez Board Riders, j'ai passé 12 ans à faire du commerce. Parce que je n'avais pas l'ambition d'avoir une carrière de surfeur professionnel. C'est comme ça, j'ai été éduqué comme ça. J'avais peut-être pas le niveau sur le surf où tu pouvais faire carrière. Hein. Mais effectivement, en surf tracté, j'aurais pu peut-être faire quelque chose, ou en surf de grosses vagues. Mais c'est pas une vie, c'est une vie de bohème qui m'attirait pas forcément, quoi. J'aime bien avoir l'idée que ça se passe pas loin de chez moi. On a la chance d'habiter une région, on a de belles vagues. Alors c'est vrai que Nazaré est pas si loin que ça, hein, ce n'est que 8 heures de route. Et on y est allé. On y est allé en 2005, sur un jour où c'était démonté. On a finalement eu des vagues incroyables à l'entrée du Tage. Et j'y suis retourné alors que j'étais directeur commercial de la division technique de Board Riders. Et j'étais en train de visiter nos distributeurs au Portugal. C'était en novembre 2010.
Gareth McNamara, que j'avais croisé les quelques mois auparavant sur le tour mondial de stand-up que j'avais commencé à faire, mais là encore une fois, par plaisir. J'étais directeur commercial de la division technique, je prenais des vacances pour aller faire ces compétitions où j'ai bien gazé, j'ai fait une finale à Sunset. Et donc Gareth m'avait vu, il n'avait jamais fait de finale, moi j'avais fait pas mal de finales, et il savait que j'étais au Portugal, je sais pas comment il a su que j'étais au Portugal, et il savait que je faisais du surf tracté et du surf dans les grosses vagues, et donc il m'a appelé parce qu'il n'y avait personne pour l'accompagner. Et donc la première session que Gareth a fait à Nazaré, soi-disant pour découvrir Nazaré, on était là avec un ami, un ancien collègue de chez Quick, qui est toujours lui directeur commercial pour le Portugal chez Quick, un très bon surfeur, José Gregorio. On était les deux accompagnés, Gareth, on avait 2 jet skis, et on était à 3, et on a tous pris des vagues. Alors c'est marrant parce que là j'ai découvert il n'y a pas longtemps le premier épisode de la première saison de la série HBO à la quête de la vague de 100 pieds. Une grosse série qui raconte la découverte de Nazaré, du surf de grosses vagues. Ça n'a pas encore été diffusé en France, je crois, mais c'est diffusé aux États-Unis, ça fait pas mal de bruit. Et donc, dès le premier épisode, il y a la découverte de Nazaré, sa première session par Gareth McNamara. Et il y a des images où j'apparais, je suis plutôt de dos, mais donc ça m'a fait rigoler parce que dans le livre, je raconte effectivement cette anecdote qui est amusante parce que, effectivement, entendre parler les Américains, c'est eux qui ont découvert Nazaré. Non, Nazaré est d'abord un port de pêche, ça a été surfé par des décennies de bodyboarders portugais, tu l'as dit, pas à la même taille, jusqu'à 3 mètres. Et puis, il y a des surfeurs portugais c'est une vraie nation maritime, le Portugal. Hein. Ouais, et puis c'est assez rigolo parce qu'il y a un côté très, très business là-dedans, c'est-à-dire que après, et après voilà, donc ils ont ouvert le truc, il y a Kelly Slater qui est arrivé, qui a dit que c'était pas une vraie vague, ça a bien agacé tout le monde, et derrière ça, il y avait le côté Kelly Slater, il vendait aussi c'est un surfeur, mais c'est aussi un gros businessman, et en fait que le centre de gravité puisse se déplacer au Portugal, ça les arrange pas tant que ça, quoi. Je sais plus, mais ça c'est un vrai enjeu, ça. Au-delà du business, c'est un enjeu d'hégémonie culturelle, quoi. Le storytelling du surf américano-centré, c'est ce qui se passe à Nazaré, quoi. Où ça donne l'impression que c'est Gareth qui a découvert Nazaré, non. Kelly a surfé Nazaré à taille humaine, qui peut être un shortwave incroyable, encore une fois, qui a été surfé pendant des décennies par des bodyboarders. Kelly a surfé Nazaré à 2-3 mètres. Mais Kelly n'a pas été effectivement le seul américain. Alors je pense pas que c'est celui qui a fait le plus de bruit. Makua Rothman est un de ceux qui a décrié Nazaré, quoi, en disant que Jaws est certainement la plus belle vague. Et je pense qu'il a raison. Mais c'est vrai que dans un monde du surf essentiellement anglo-saxon, Nazaré a été une sacrée révolution. Et on l'a vu, nous, avec Bellara. Bellara a dérangé. Quand Bellara est arrivé dans ce cercle des grosses vagues, après la deuxième session de mars 2003, invitation à la soirée des XXL, on a très bien vu que ça faisait chier, quoi. Puis c'est allé très loin, j'en parle dans le livre. C'était l'hiver 2002-2003, le refus du président Chirac de suivre les États-Unis et l'Angleterre en Irak, le French bashing. Bellara a eu droit à son bashing dans cet environnement. Hein. Il y a eu quelques écrits assez rigolos. Ils sont pas venus nous aider en Irak, ils vont pas en plus nous voler le prix de la plus grosse vague, quoi. Ouais. Mais écrit dans des médias à grand tirage, à Hawaï en particulier. Donc plus qu'un enjeu de business, je pense qu'il y a un enjeu d'hégémonie culturelle, c'est peut-être des grands mots, mais on sait très bien comment le monde culturel est un business, et le monde du surf est un monde très anglo-saxon. Et je pense que Bellara a une petite mesure, mais Nazaré a dérangé et dérange, quoi. Alors il y a un truc qui est marrant avec Bellara et avec Nazaré, c'est que ça fait rentrer aussi le surf dans un nouveau monde, hein, qui est le surf tracté. Tu dis que ça a été une façon pour toi de retrouver le collectif, ce que tu avais pu vivre dans le rugby plus jeune. Mm-hmm. Et je trouve que c'est un truc super intéressant et qui change aussi la donne dans le surf, hein, qui est un sport très individualiste au départ. Qui donne l'impression d'être individualiste. Et c'est pas juste le surf tracté.
Le surf de grosses vagues est une démarche collective. Il n'y a pas dans le surf, comme ça existe dans la montagne, du solo climbing, ça n'existe pas. Alors oui, il y a eu Jeff Clark, effectivement, à Mavericks, qui a surfé Mavericks très, très longtemps, très seul. Il y a eu des surfeurs ici sur la côte basque qui ont surfé Guattari à quelques grappins de gens. Mais dans des conditions vraiment extrêmes, à part peut-être Jeff Clark, ça se fait pas. Ça se fait pas parce que sinon tu risques ta vie. Et une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup moins de morts dans le surf de grosses vagues par rapport à la grosse montagne, c'est qu'il y a toujours des gens pour te filer un coup de main. Il y a toujours des jet skis qui sont là pour sécuriser, que tu sois à Bellara, que tu sois à Piahi, que tu sois soi-disant surfeur tracté ou surfeur soi-disant à la rame, il y a toujours des gens qui sont là avec un jet ski pour te filer un coup de main. Et donc ouais, c'est un thème qui m'a paru important de mettre sur la table, cette dimension collective. Parce que le surf, effectivement, est un sport assez individuel. Quand tu pars sur une vague, en général, tu es seul. Voilà, c'est individuel, mais tu dois faire avec le collectif autour de toi. Tu dois faire avec les gens qui sont à l'eau, qui veulent eux aussi surfer des vagues. Donc il y a quand même une démarche collective. Mais c'est vrai que dans le surf, voilà, tu dépends aussi des autres pour réussir à prendre ces grosses vagues. Et si j'ai pu, je pense, être bon et apprécier tout ça, c'est parce que j'avais un super partenaire et puis parce que j'ai fait aussi du sport collectif à assez haut niveau et que j'avais cette culture-là de à un moment, c'est pas tout le temps à toi, c'est aussi aux autres. Mais c'est pas encore vraiment bien compris tout ça. Et qu'est-ce qui te plaît avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette quête de Bellara, dans ce collectif? C'est les amitiés qui restent. Ouais. Ça a été et on se côtoie. Voilà, toujours tous, les pratiquants réguliers, les gens avec qui on a surfé la première fois à Bellara. Voilà, pour le 10e anniversaire, on s'est retrouvés, on était tous à table, dans un petit endroit très important pour notre histoire avec Bellara. Et puis, il y a quelques mois, pour le 20e anniversaire, on s'est tous retrouvés à table encore. Certains sont un peu plus vieux. La majorité ne viennent plus trop surfer à Bellara. Je suis peut-être un des derniers de la première session à toujours surfer à Bellara. Il y a d'autres gens qui vont, mais ouais, c'est les amitiés, quoi. C'est la relation humaine, la vague, la taille des vagues. C'est d'abord des rencontres et des projets que tu fais avec des potes. Il y a un autre truc qui me marque dans ce livre que tu as écrit. Tu l'écris, mais en fait, ça transpire finalement quand on voit ce que tu fais, la façon dont tu fonctionnes. C'est le côté très longévité et patience. C'est-à-dire que... j'ai été impatient aussi. T'as été impatient, mais t'as été impatient, ça c'est marrant, parce que le surf, c'est vraiment et les sports extrêmes en général, ou le sport de glisse, quoi. Il y a vraiment ce côté adrénaline direct, et je crois qu'on est tous un peu hookés à ça, quoi. C'est vraiment cette sensation. Là où toi, quand tu décris ce que tu fais, tout ça, il y a vraiment un aspect de longévité et patience. Et en même temps, un truc hyper marrant, tu dis quelque chose, c'est il est important, je sais pas, je l'ai noté comme ça, mais tu dis qu'il ne faut pas tout faire à fond. Enfin, en tout cas, toi, tu ne fais pas tout à fond. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport à l'image. Il faut savoir changer de rythme plutôt. Voilà, il faut savoir changer de rythme. Et tu peux pas être à fond tout le temps. Parce que les bonnes choses, elles ne se font qu'avec le temps. Voilà, l'immédiateté, j'y crois pas. Je crois même à ses limites et à sa contre-productivité. Le surf est une leçon d'humilité par rapport à ça. Parce que tu sais jamais quand les vagues sont là. Maintenant on le sait avec les prévisions, mais il peut y avoir toujours un pet de vent à la dernière minute. Et ça nous arrive souvent à Bellara. Donc voilà, c'est un truc de patience. Ça force à comprendre que tu peux pas faire que ça aussi dans ta vie, qu'il faut aussi avancer sur d'autres choses. Mais ouais, on conditionne notre vie quand on est surfeur. T'organises ta vie pour être surfeur, avec les contraintes que ça a sur ta vie professionnelle. Ouais, je sais pas, j'ai eu la chance de pouvoir faire une belle carrière chez Board Riders, qui était basé à Saint-Jean-de-Luz. S'il avait fallu que j'aille à Paris ou à Bordeaux pour faire carrière, je sais pas si j'aurais fait ce genre de job, parce que non, je voulais être près de la mer
et pouvoir en profiter. Alors, tu as passé 20 ans chez Boardriders, 25 chez Quicksilver, hein, finalement. Quicksilver Europe, si on peut dire. Oui, au début, ça commençait avec Quicksilver, mais Roxy est quand même non négligeable d'ici, et puis les autres marques. C'est vrai que moi, le plus gros de ma carrière, c'était avec les 3 marques phares du groupe sur lesquelles j'ai bossé, autant au niveau marketing pendant quelques années que sur du business et de l'innovation. Alors, tu as passé 7 ans comme Global Head de l'innovation chez Boardriders. Sur ces 7 ans, c'est quoi l'innovation dont tu es le plus fier? Ouais, peut-être la veste qui était en mandat de Pierre Agnès. Quand je suis arrivé très vite, il m'a dit je veux qu'on ait une veste gonflable pour les grosses vagues et je veux que ce soit la meilleure. Parce qu'il y avait déjà des projets qui existaient. Billabong avait commencé. Mais la réalité de ces projets, c'est qu'ils n'étaient pas forcément super bien ficelés. Et donc, quand j'ai eu le mandat d'avancer sur un tel projet, j'ai demandé au patron à l'époque, qui était Pierre, qui m'a demandé de faire ça. J'ai dit, t'es sûr que tu veux y aller, Pierre? Il m'a dit, ouais. J'ai dit, ok. Donc, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai posé des questions, j'ai ouvert des portes. J'ai mon papa qui m'a fait une très bonne suggestion. J'ai jamais vraiment discuté beaucoup de travail avec mon papa, qui était charpentier. Donc pendant mes 25 ans de carrière, quand je faisais du marketing, pour lui c'était lunaire. Le commerce il comprenait un peu, mais l'innovation, c'était assez lunaire aussi comme job. Mais mon père, qui m'a mis au surf, faisait de la plongée. Et quand je lui ai dit que je voulais travailler sur un projet de veste gonflable, il m'a dit « Tu ferais mieux d'aller voir les marques de plongée ». Parce que papa faisait de la plongée et c'est un peu grâce à lui que je vais sur cette piste qui s'avère être très positive, et donc je vais prendre contact avec Aqualung, dont les bureaux sont dans la région de Nice. Ils étaient dans la région de Nice, ils sont toujours dans la région de Nice. Aqualung qui est la plus grosse marque dans le monde de la plongée, qui était historiquement appelée la Spirotechnique, la compagnie fondée par le commandant Cousteau. Et en fait, pour les gens qui font de la plongée, ils comprendront très vite qu'en fait, quand tu fais de la plongée, tu as toujours une stab, une bouée d'équilibrage quand tu fais tes paliers de décompression. Donc tu as des bouées qui se gonflent, qui se dégonflent avec des petits bonbons de gaz, en général avec tes propres bouteilles. Et donc c'est des technologies qui existent depuis quasiment un demi-siècle dans le monde de la plongée. Et là encore, on a pu en un temps record, avec une entreprise qui a accepté de travailler avec nous, avec des ingénieurs qui ont vite compris le besoin, en particulier un ingénieur dans les bureaux aux États-Unis qui était lui-même surfeur, qui nous a permis de développer une veste dont la fiabilité est aujourd'hui indiscutable, et une veste qui respecte des normes applicables à ce genre de produit dans certains marchés du monde, et qui aujourd'hui est toujours utilisée. Ouais. Donc une veste essentielle, puisqu'elle permet, quand on tombe dans les grosses vagues, de rester au-dessus de l'eau, au-dessus de la vague. C'est un gilet de sauvetage qui, effectivement, une fois qu'il est activé, se gonfle. C'est très similaire au fonctionnement des gilets de sauvetage qu'on se voit présenter dans les avions, dans les discours de sécurité avant chaque décollage. La mécanique est très similaire à la veste. Alors la nôtre est intégrée dans un top en néoprène, mais le fonctionnement c'est pas si différent de tout ça. Il y a eu des tests et puis ça sauve des vies aujourd'hui. Ça sauve des vies. L'innovation, tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui c'est moins avoir des bonnes idées que de réussir à mettre en œuvre ces bonnes idées. Tout à fait. On est dans un monde où aujourd'hui il y a plein de bonnes idées. Ce qui est dur, c'est vraiment de les mettre en œuvre. Et dans le monde du sport en particulier, je veux dire. Nike est perçu, parce que Nike est la plus grande entreprise dans le monde du sporting goods, mais Nike a investi, je crois, dans les rapports financiers que je consultais jusqu'à il y a peu, je crois qu'ils investissent moins d'1% ou 1% de leur chiffre d'affaires en innovation. Quand les grandes industries, pas les citer, les militaires, pharmaceutiques, informatiques, l'innovation, c'est jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires, quoi. Raphaël Salle, qui est venu ici, F1, évoquait presque 10% dans l'innovation. Mais parce que derrière, c'est du produit hautement technique que font une marque comme F1 par rapport à Nike ou Boardriders, ou c'est du textile sportif, des produits techniques, mais c'est pas des manques carbone. Donc, puis je pense que Raphaël est vraiment
très engagé dans cette démarche de test et d'innovation. Mais oui, tu as... Est-ce que toi... Tu as raison, c'est pas les bonnes idées, il y en a partout, mais c'est bien les exécuter et qu'elles trouvent aussi leur marché. Et alors, est-ce que tu as une bonne idée que tu as vu passer et que personne n'a réussi à bien exécuter pour l'instant? Il y en a plein. Il y en a plein des choses à faire encore. Et c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire encore. Mais derrière, il y a des enjeux humains, des enjeux de culture. La veste gonflable, pour parler de quelque chose qui a été fait, est aujourd'hui toujours vu comme un objet et un équipement très niche pour les surfeurs de très grosses vagues. Si tu vas sur d'autres sports aquatiques, la voile, pour pas la citer, mais dès que tu commences à faire de l'optimiste, en général, tu as un gilet de sauvetage, quoi. Donc, pour moi, les révolutions sont plus de l'ordre de l'usage que de la technologie. Ouais. C'est pas le monde du sport, et je fais exprès d'inclure la glisse et tous ces sports de glisse et toutes ces entreprises de la glisse dans la bulle plus générale du sport. C'est pas le sport qui va faire les révolutions industrielles. Par contre, il y a beaucoup de révolutions qui alimentent le sport. Tout ce qui se passe autour du digital, les nouveaux matériaux. S'il n'y avait pas de carbone, matériaux très consommateurs en énergie pour être produits, s'il n'y avait pas de carbone, je ne pense pas qu'il y aurait autant de foil, par exemple. Et au même titre, la fabrication de planches de surf a connu sa révolution avec la révolution de la pétrochimie pendant la Seconde Guerre mondiale. Au grand désespoir de ceux qui veulent faire croire à une planche et une pratique parfaitement écolo du surf. Mais on peut d'abord remercier les pétrochimistes du monde d'avoir développé de la mousse polyuréthane, de la mousse polystyrène, des résines polyester, la fibre de verre, parce que sinon c'était quoi? C'était continuer à faire des planches dans des arbres, avec une pratique... si par le plus grand des hasards, le surf qui aurait dû continuer sur des planches en bois aurait connu le succès qu'il connaît aujourd'hui, on ne va pas dire que le surf sera à l'origine d'une grande part de la déforestation de la planète, mais je pense que ça y contribuerait un peu, quoi. C'est bien que tu me lances sur la lutte contre le réchauffement climatique. Moi, j'ai la perception que les marques textiles américaines ne sont pas en avance sur ce sujet-là. Est-ce qu'il se passe pourtant des choses ? Alors sans parler de ton dans la glisse, non, mais oui, dans la glisse, clairement, comment dire, mais le textile en général n'est pas à l'avance. Et ces produits-là, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Chouinard, que j'ai eu le plaisir de... Donc le fondateur de Patagonia. Le fondateur de Patagonia, mais qui est révolutionnaire dans ce qu'il fait. J'ai écouté un podcast avec lui, il est très rare de l'entendre parler, mais il a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, sa décision, il y a quelques mois, d'inclure son entreprise dans un fonds pour s'assurer que les bénéfices qu'il génère soient toujours dédiés, comme il a toujours fait, à des actions en faveur de l'environnement. Il dit avoir légué son entreprise à la planète. Ouais, c'est effectivement le pitch. Mais dans ce podcast, ce que j'adore, et ta question est bonne en ce sens-là, tu parles des boîtes américaines, effectivement, je pense qu'en Europe... il y a une culture plus forte pour ce genre de sujet. Et Yvon Chouinard le dit très bien dans ce podcast. Il dit on a eu droit à des couvertures presse incroyables avec cette annonce qu'on a faite, mais ce qu'on a annoncé, c'est peut-être la première fois que ça se fait aux États-Unis, mais ça se fait depuis très longtemps en Europe. Et il a ressorti le cas qui est plus ou moins connu, de Rolex, qui appartient à une fondation familiale qui œuvre dans l'environnement, dans le social. Donc, pour retomber après sur le sujet des entreprises anglo-saxonnes du surf, effectivement, ils auraient pu suivre un modèle patagoniesque depuis plus longtemps, mais je peux parler de ce que je connais, à savoir Board Riders. Ça a été la première entreprise à aller sur les marchés financiers pour chercher des relais de croissance et de financement. Et à cette époque-là, c'était à la fin des années 90,
les enjeux de critères en performance sociale et environnementale, c'était pas des critères au Nasdaq et au New York Stock Exchange. Ça commence à peine à l'être, quoi. Donc, le surf a peut-être été, et la glisse a peut-être été assez distante là-dessus. Tout le monde essaie de rattraper, moi ça me fait globalement, ça me laisse un peu dubitatif. Il y a beaucoup de greenwashing. Et je te l'ai dit et je le redis, Nouria Newman a dit dans le podcast que tu as fait avec elle, que j'ai pris le temps d'écouter, au sujet de son positionnement sur la protection de l'environnement et certains de ses collègues athlètes qu'elle voit un peu opportunistes par rapport à ces thématiques, où elle reste plutôt silencieuse. Je trouve que dans la glisse c'est très opportuniste aujourd'hui et la réalité, c'est qu'on fabrique toujours en Asie et que si ça devait être rapatrié en Europe, les prix ne seraient pas les mêmes. Et que Patagonia, qui sauve la planète, mais c'est pas avec des t-shirts à 80 € qu'on va habiller les gens dans certains coins d'Asie et d'Afrique. Donc il y a toujours une histoire de compromis et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, que je vois la vie. Et on en parlait tout à l'heure, le temps long, je pense qu'il est important, c'est de progresser. Il y a des progrès qui sont faits par plein d'entreprises. Mais les entreprises ont beaucoup de travail à faire. Mais c'est pas juste du travail, c'est une révolution dans les modèles économiques. Et après, ça a des répercussions sur les consommateurs. Faire une combinaison de surf ou de snow en Europe, pas grand monde qui est capable de le faire aujourd'hui. Parce que l'industrie et les composants nécessaires au développement de tout ça, ils sont basés en Asie, quoi. Et la combinaison de surf verte, beaucoup de monde en parle, mais la réalité c'est que quand tu regardes le dossier de manière technique, et j'ai pu le faire, on est loin de la combinaison verte encore. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas dans ton histoire, c'est que tu es dans un imaginaire du surf, de la pratique, très local en fait. Finalement, Bellara, tu vois, t'as grandi 1,5 km. C'est le raccourci. Je coche toutes les cases pour que les gens aient plein d'idées préconçues sur ma personne, le nom de famille que je porte, que je partage avec mon frère, ce que j'ai fait dans ma vie de surfeur. Mais effectivement, j'ai jamais été très loquace sur ma vie de surfeur et j'ai encore été moins loquace sur ma vie professionnelle, mais des usines en Asie, des clients en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Ukraine, en Ex-Yougoslavie, dans les pays baltes. J'ai vu plein de choses différentes que peu de surfeurs ont certainement vu. Ouais, donc tu veux pas être la jouet, le mec qui depuis 30 ans ne prend pas l'avion et surfe en bas de chez lui. Et, voilà. Tu pourrais jouer là-dessus, mais en fait tu veux pas le faire. Non, j'ai absolument pas envie de jouer là-dessus parce que c'est pas vrai. J'ai travaillé dans une grande entreprise de la glisse qui a surfé une vague de succès incroyable et tu prenais l'avion pour un oui, pour un non, qui aurait pu faire des choses différemment. Mais ouais, j'ai vu ce que c'était le monde de l'entreprise et c'est toujours des compromis. Et il y a des raccourcis des fois qui sont un peu gênants. Sans parler de l'activisme, mais ouais, ça arrive dans le monde du surf aussi, c'est un peu dérangeant quand même. Les gens qui veulent te donner des leçons sur le fait de sauver la planète. Enfin, je le dis dans le livre, hein, j'ai eu l'honneur et le plaisir, je crois que j'ai une photo avec lui par là, de rencontrer Wayne Lynch, qui est un surfeur qui aujourd'hui doit avoir quasiment plus de 60 ans, qui était un de ses une des stars du surf au moment de la révolution du passage du longboard au shortboard. Très grand shaper, quelqu'un que j'ai connu parce qu'il était affilié à Quicksilver pendant des décennies, un des premiers surfeurs ambassadeurs recrutés par Patagonia au début de l'arrivée de Patagonia dans le milieu du surf, et un gars qui a dit très clairement, si tu veux faire quelque chose de bien pour la planète, arrête de surfer, quoi.
c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai repris dans mon livre, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de connaître, ça m'a choqué. La première fois que je le vois, j'ai pu publier cette photo dans le livre, de le voir avec un masque intégral qui le protégeait de toutes les poussières quand il shapait sa planche, quand il shapait ses planches. Il ressemblait, comment il s'appelle, les DJ français. Daft Punk. Ouais, c'était Daft Punk, mais on voyait sa tête au travers de ce masque translucide, avec un moteur pour recycler l'air. T'avais l'impression de voir un film tourné à Tchernobyl, quoi. Non, c'était dans un shaping room, et c'était au début des années 90, quand il y avait encore beaucoup de shapers qui parfois ne mettaient pas de masque et qui étaient dans une démarche je m'en foutisse, quoi. Ce gars-là était à la pointe de sa propre protection, mais il n'a pas arrêté de fabriquer des planches. Et il a souvent remis l'église au milieu du village par rapport à une certaine honnêteté intellectuelle, et j'ai eu la chance effectivement de le côtoyer, d'en côtoyer d'autres. Et je pense être plutôt inspiré de ces démarches au Pas d'Albin. Qu'est-ce que ça t'inspire pour sauver la planète, pour arrêter de surfer? Mais c'est la réalité. Mais on a tous envie de surfer. On a tous envie de faire un peu de voyage. Tu es venu en train, j'ai fait mon aller-retour à Paris en train. C'est peut-être mieux que venir en avion. Mais ouais, tout est très complexe et on peut progresser. Moi, à titre personnel, ça m'inspire, par exemple, mais un truc que j'ai jamais eu le temps de faire parce que j'ai beaucoup travaillé. Et donc j'ai jamais pu prendre un mois de vacances d'affilée ou 2 mois et partir dans certains endroits de la planète qui me sont chers et m'y poser pendant 2-3 mois. J'ai jamais pu le faire à cause du travail. Et je rêve de le faire. Et là, je vais le faire. Il s'avère que c'est visiblement les manières de voyager plus intelligentes que d'aller plus longtemps sur certains endroits. Moi, j'ai jamais pu le faire. En Polynésie en particulier, où j'ai dû aller une quinzaine de fois. Mon séjour le plus long, il devait être de 18 jours en Polynésie. J'aimerais bien m'y poser pendant quelques mois, j'espère cette année, mais on verra. Donc ça m'inspire, par exemple, au niveau des voyages, que si je dois prendre l'avion pour aller loin, j'essaierai d'y rester assez longtemps. Alors tu as été précurseur sur le surf de gros, sur le surf tracté, tu es aussi précurseur sur le foil, sur le wing. Le wing, je suis précurseur, fait partie des gens qui maîtrisent bien le surf foil et grâce à ça, effectivement, je commence à bien jouer avec le wing, mais je veux pas dire que je suis précurseur sur le wing. C'est bien, t'es honnête. Ouais. Mais en tout cas, sur le foil, t'es un très bon surf foiler. Il y a de plus en plus de monde qui pratique le foil, le surf foil. Alors, on pensait que ce serait confidentiel. On peut imaginer que ça se démocratise un peu plus que ce qu'on pense. Tu regardes quoi, toi, sur cette relative démocratisation ? Pour moi, ça reste une pratique qui est différente de toutes les autres qu'on a vues et qui ont été décrites, qui ont été critiquées, disons-le. J'allais dire décriées, mais et je la mettrais dans une autre catégorie, parce que pour faire du surf foil dans les vagues, aujourd'hui, il faut d'abord être un très bon surfeur. C'était pas la même chose avec le surf debout à la rame. J'en ai fait au début où c'était quelque chose amené par des surfeurs, essentiellement des surfeurs qui les faisaient, mais c'est vrai que le surf debout à la rame a été... Le stand-up paddle ? Ouais, le stand-up paddle. J'ai vécu au Québec dans le cadre de mon vie en Amérique du Nord. C'est pour ça que je parle de surf debout à la rame. J'aime bien. Parce qu'au début du surf debout à la rame, je disais moi-même stand-up paddle, puis les gens ils comprenaient pas trop. Je leur disais, ouais, c'est du surf, on est debout. Et on a une rame. Ah ouais, d'accord. Donc, mais après, ma vie au Québec a fait que j'ai ces petits éléments de langage très francophones. Mais pour revenir à la discussion, le surf de bois à la rame, stand-up paddle, permet à des gens qui ne savent pas surfer de tenir debout sur une planche. Parce que les planches sont en général grandes, larges, et tu te balades. Et c'est vrai que des fois, ça donne des idées à des gens qui n'ont jamais fait de surf, d'aller, et en général ils font de grosses erreurs, d'aller se mettre dans des vagues. Moi le premier, quand je faisais pas de surf, quand j'ai vu l'arrivée du SUP, je me suis dit c'est génial, le plus dur. Je croyais que le plus dur dans le surf c'était de se mettre debout, je me suis dit là je pars debout, ce sera pas compliqué.
Ce qui est complètement faux une fois qu'on se met en situation. Mais c'est marrant la question que tu poses, parce que maintenant, si on revient... Et le foil, le surf foil, c'est radicalement différent de ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas un bon surfeur en foil, tu ne vas pas y arriver. Et tu risques de te faire très très mal. Par contre, c'est vrai que tu l'as dit dans une émission passée, accompagné par un engin nautique motorisé, que ce soit un bateau, un jet ski, ou ce que les évolutions technologiques nous réservent, le surfoil, d'autres pratiques tractées peuvent générer clairement des conflits d'usage. Mais en même temps, comme souvent, derrière les révolutions, il n'y a pas de révolution. Je veux dire, il y a des réglementations qui sont claires en France depuis la nuit des temps sur les engins nautiques motorisés. Et les engins nautiques motorisés, si on le voit de manière très restrictive, n'ont rien à faire dans la bande de 300 mètres. Donc cette bande de littoral à 300 mètres du bord de plage, où en général il y a 90% des vagues, sauf quand c'est très gros. Des engins nautiques motorisés n'ont rien à faire là, que ce soit jet ski ou quoi que ce soit d'autre, ou dans des conditions bien particulières de respect d'une vitesse et d'une direction, qui ne correspond absolument pas à ce qui est fait aujourd'hui par rapport à certains pratiquants de foil électrique, ou des fois avec des engins, que ce soit des bateaux ou des jet skis. Donc il y a un vrai enjeu culturel, on le voit là au niveau du surf, sur certains spots. Voilà, on est ici chez moi à Saint-Jean-de-Luz. La baie de Saint-Jean-de-Luz est effectivement un de ces endroits très accueillants pour la pratique du foil. Et on voit des gens venir de toute la France qui visiblement n'ont pas cette culture du surf, voilà, du partage des vagues, des priorités sur les vagues. Et on voit des gens qui viennent avec des foils électriques. Et ça commence à tousser un peu. De toute façon, c'est simple, hein, encore une fois, il y a des règles et des réglementations qui s'appliquent aux engins nautiques motorisés. Et je pense qu'il y a des gens qui observent, et puis à un moment, ils viendront remettre l'église au milieu du village, quoi. Mais c'est sûr que le surfoil accompagné d'un jet ski va être et est beaucoup plus accessible que le surfoil pratiqué naturellement à la seule force des bras. Donc oui, ça se développe, mais ça se développe avec des gens qui ont une culture de surf. Ce qui peut advenir avec le rajout du petit accessoire engin nautique motorisé est un vrai sujet de réflexion qu'on a nous en tant que pratiquants un peu pionniers. Des discussions qui ont lieu aussi avec la Fédération française de surf, qui a la délégation auprès du ministère des Sports pour représenter cette pratique. Mais on parle bien du surfoil ou du stand-up foil, on ne parle pas du foil électrique, qui est encore une fois un engin nautique motorisé, qui est acheté, qui est vendu, qui est loué. Et ouais, si ça peut servir à faire un appel aux gens qui entendent, mais réfléchissez-y à deux fois, peut-être avant de vous lancer dans la bande des 300 mètres avec un foil électrique. Parce que normalement, au niveau du critère de vitesse, c'est pas dans les rails. Il y a une autre révolution technologique, hein. Alors c'est pas une révolution, enfin ça l'était à l'époque, mais un sujet technologique, c'est sur les vagues artificielles. Bon, il y en a qui sont pour, qui pensent que c'est l'avenir, la WSL, certains promoteurs, c'est la façon d'amener le surf dans le monde du spectacle. C'est aussi une façon plus inclusive de surfer pour les gens qui habitent pas près de la mer ou les gens qui n'ont pas beaucoup de niveau et qui peuvent pas aller se frotter aux spots qui sont saturés. Il y a des gens qui te disent que la vague artificielle, c'est pas un sujet de technologie, ça tue la culture du surf. Tu te situes comment, toi ? Je suis très gêné par ce qui s'est passé en France. Parce que la France est un pays qui devrait avoir aujourd'hui une piscine à vagues ouverte. Parce qu'il y a eu des porteurs de projets qui ont fait demi-tour.
pour des raisons qui étaient les leurs, mais il y a eu un gros agenda médiatique qui a été imprimé, en France en particulier, sur les vagues artificielles. Mais déjà, je fais des mots, quoi. Qu'est-ce qui est plus artificiel entre une vague dans un parc à vagues que l'herbe hybride de toutes les pelouses des plus grands terrains de foot ou de rugby du monde, que la neige soufflée par les enneigeurs des pistes, des stations de ski du monde entier, que les remontées. Donc, déjà, le mot vague artificielle, moi, me dérange. Et il y a un vrai enjeu de sémantique. Les gens étant plutôt contre, faisant souvent référence aux vagues artificielles. Encore une fois, je pense que il faut regarder à côté. Moi, j'ai souvent essayé de regarder à côté pour comprendre, et c'est pour ça que dans ma vie de surfeur, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres sports et qui m'ont apporté. On en a parlé tout à l'heure, le côté collectif du rugby. Et dans ce sujet de l'arrivée de la piscine à vagues, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui s'est passé dans notre sport. Parce qu'il y a des expériences à en tirer, je pense. Nouria Newman en parle très bien dans son podcast et dans ce film qu'elle a fait. Dans sa pratique du kayak à haut niveau. Je crois que elle parlait un peu de surf dans ton podcast, mais j'ai lu des papiers. Ouais, je lui ai posé la question. Je lui ai dit le surf et le skate vont devenir olympiques. Ils sont déjà olympiques. Ouais, ils sont déjà olympiques. Ils sont déjà olympiques. Le kayak, il y a deux pratiques qui se sont vraiment séparées. Elle le dit dans son film. Le kayak olympique et ce qu'elle fait elle en eau vive, naturelle. Et elle dit en fait ça n'a juste rien à voir. Tout à fait. Et c'est deux cultures complètement différentes. Et donc je lui disais. Mais je pense qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette expérience? Et je pense que c'est ce qui peut arriver, à savoir que au même titre qu'il y a du kayak en rivière avec les sauts de chute de 30 mètres et le kayak fédéral olympique qui est fait dans des rivières qui sont souvent artificielles, créées de toutes pièces avec des murs en béton. Eh bien, le surf peut aller dans cette voie, avec une pratique en mer. Et il n'y a aucun doute que les gens qui apprennent, parce qu'il y a des gens qui apprennent le surf, à la piscine à vagues de Sion en Suisse, il y en a 3 qui sont ouvertes déjà en Angleterre, les gens qui apprennent à surfer dans la piscine à vagues de Séoul, celle au Brésil, mais ces gens-là qui vont développer une compétence technique à se lever sur une planche, sur une ondulation, s'ils veulent essayer de transférer cette compétence sur la mer, ils vont pas repartir à zéro, mais ils vont devoir apprendre beaucoup de choses. Donc il n'y a aucun doute que la piscine à vagues va me permettre d'apprendre des choses à des gens qui ne pourraient pas l'apprendre aussi facilement, et aux surfeurs de haut niveau de faire un travail de répétition qui est infaisable dans l'océan, mais que ça va pas créer des surfeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de dire que ça c'est pas du surf? Moi c'est pas mon cas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Est-ce que ça doit être le surf olympique, ce surf en piscine à vagues, au même titre que le kayak se fait encore une fois dans des rivières artificielles? J'ai un point de vue là-dessus par contre. Ouais, je pense que le surf olympique devrait se passer en piscine à vagues. Je pense que pour Paris 2024, je comprends le choix qui a été fait, parce que si les vagues sont au rendez-vous, ça va être mythique. Voilà, mais bon, il y a une période d'attente pour dérouler cette compétition qui est quand même assez limitée, hein, et derrière les clichés incroyables de la Polynésie française, même en pleine saison, parfois t'as pas de vagues, t'as des grosses tempêtes de maramou qui rentrent, et c'est pas très cliché, hein, Chopo, quand il y a le maramou pendant 5 jours, 10 jours. Si ça arrive, ça peut être triste, quoi. Et surtout, ce qui est triste, moi, par rapport à tout ça, c'est que les surfeurs qui participeront aux épreuves de surf de Paris 2024, en général, c'est des gens qui ont déjà fait le tour pro, qui connaissent déjà parfaitement le Chopo, mais qui vont se retrouver seuls, loin des autres compétiteurs, des autres sports, dans un endroit qu'ils connaissent déjà. Alors moi, j'ai jamais fait les JO et je les ferai jamais, mais
que j'ai l'impression de retenir de l'expérience des gens qui ont participé aux JO, c'est aussi le fait de voir les autres sportifs se retrouver ensemble dans les villages olympiques. Et là, les surfeurs, ils n'auront rien de tout ça, quoi. Ils vont être à 24 heures de vol, dans un endroit certes magnifique. Et si la décision a été prise de faire ça en métropole, il y avait d'autres enjeux de... À un moment, il avait été dit qu'il y aurait une vague artificielle à Sevran. Oui, mais voilà, je crois que le surf a permis au monde olympique de redorer son blason peut-être sur des enjeux environnementaux. Mais c'est que symbolique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de vert dans un skatepark en béton, pour parler de sport de glisse, dans un mur d'escalade fait de bois, dans une piste d'athlétisme, voilà. Mais si les vagues sont au rendez-vous, ça va être magnifique. Pour ce côté-là du surf en mer, dans un environnement historique, naturel, qui est incroyable. Mais interdire, c'est pas une interdiction, mais c'est toujours mieux de parler avec des exemples concrets. Je connais un peu le dossier de ces piscines à vagues, parce que j'ai regardé, parce qu'il y a des choses à faire au niveau technologique. L'Angleterre, comme souvent, a été un pays à l'avance au niveau européen. On dit souvent que la France est le berceau du surf européen. C'est une vision, je pense, un peu biaisée. Je pense que le surf a peut-être commencé en même temps, ou peut-être même avant en Angleterre, avec des influences australiennes. Par contre, en Angleterre, ils ont déjà 3 piscines à vagues qui sont ouvertes depuis des années. Et les championnats d'Angleterre de surf adaptés se font depuis 2 ans en piscine à vagues. Et ils ne feront jamais marche arrière. Alors c'est rigolo que finalement dans le skate, ce soit pas la rampe qui soit olympique, et que ce soit entre guillemets du street. Est-ce que ça va créer des skaters d'un nouveau genre? J'en sais rien. Des surfeurs d'un nouveau genre? Je pense qu'on pourrait le voir arriver, parce que clairement, la répétition que les piscines à vagues permettent d'avoir, tu peux dire que dans des pays avec une forte culture, dans des sports tels que la gymnastique, ça peut paraître évident que des surfeurs gymnastes qu'on a déjà, avec une dose de piscine à vagues, ça va créer des surfeurs. Demain, les Chinois seront les meilleurs surfeurs mondiaux. Les meilleurs surfeurs mondiaux? Non, les meilleurs surfeurs en piscine à vagues. C'est possible. Il y a les sujets environnementaux, mais il y a aussi le sujet parfois de surpopulation. Donc là, on enregistre dans le sud-ouest, on est en plein hiver, il y a du monde partout sur les spots. Mais ça peut être vu comme une solution aussi, la piscine à vagues. La surpopulation n'a pas attendu l'arrivée des piscines à vagues. Est-ce que les piscines à vagues vont surmultiplier l'arrivée de gens sur le surf? Non, je ne le pense pas. Et là encore une fois, si on regarde d'autres sports, j'ai regardé de près ce qui s'est passé dans l'escalade, voilà, les murs d'escalade qui aujourd'hui poussent comme des champignons, on peut le dire. J'ai pu discuter avec des amis de Chamonix de l'installation pas d'un des premiers, mais je crois un des premiers murs d'escalade dans la vallée de Chamonix, ou sur la ville de Chamonix. Je crois que ça a suscité quelques débats à l'époque, des gens qui disaient pourquoi mettre un mur d'escalade quand on a le Mont Blanc derrière. Ouais, mais bon, ça permet à des gamins de se forger une expertise, peut-être de leur donner goût, de développer une pratique olympique. On aime ou on n'aime pas. Moi, les JO, je les ai jamais fait, je regarde ça de loin. On a le droit de pas aimer les JO. Ça reste quand même une institution dans le monde sportif. Ça permet à des fédés d'avoir des moyens quand elles sont en sport olympique. La fédé de surf est rentrée dans ce monde-là, la fédé de skate est rentrée dans ce monde-là. Et les petits débats qui existent dans le monde du surf sur la piscine à vagues, je trouve qu'ils sont très 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 réducteurs. Parce que si on regarde dans notre sport, ben voilà, c'est avancé. Et encore une fois, je sais pas combien, ça doit se compter en centaines quand même, les nombres de murs d'escalade qui existent en France. Ouais, enfin, en tout cas en dizaines, ça c'est certain. Ouais. Voilà. J'aime bien poser la question de la prochaine expérience. Voilà, de surfer une piscine à vagues en France pour en faire partie. Quelque chose que tu n'as jamais fait que tu kifferais de faire. J'ai toujours vécu en fait dans ce truc de me dire satisfais-toi de ce que tu as. Alors j'avais la chance de grandir ici, d'avoir travaillé en Amérique du Nord, toujours pas loin de la mer, donc j'ai profité de ce que j'avais.
Et me dire un truc qui me ferait kiffer, je penserais plus à un truc qui m'a challengé, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour le monde de la montagne. Je me suis mis sur des parois avec de la corde, avec des gens compétents autour. J'aimerais bien le refaire un peu, mais voilà, du pyrénéisme plutôt que de l'alpinisme. J'ai découvert ce monde-là, je ne savais pas qu'il y avait une culture particulière, une sous-culture aux Pyrénées. Ouais, j'aimerais bien refaire un peu de montagne avec des gens qui m'ont accompagné. Il y a plein de choses à faire encore autour de la mer. Et peut-être, tu vois, dans une démarche de toujours progresser, j'aimerais vraiment commencer à surfer de belles vagues en wingfoil. On commence à bien jouer ici avec ça, mais avoir vraiment de belles vagues en wingfoil, c'est un objectif, mais on est en train d'y arriver. Il suffit d'avoir les conditions adaptées à ça. Excellent. Peyo, on arrive à la fin de cet épisode. La dernière question que j'aime bien poser, hein, c'est quoi qui serait un prochain invité que tu aimerais écouter dans Mordu, quelqu'un qui t'inspire? Je parle de lui d'ailleurs dans mon livre. Première partie sur la France, on commence avec la Corse. C'est marrant parce qu'il y a eu des vagues incroyables en Méditerranée ces derniers jours. Mais je trouve que ça serait bien d'entendre Jean-Valère Bordenave, qui est un surfeur corse. Il y a un film apparemment qui vient de sortir sur le surf corse. Je pense que le surf est un truc... mais comme toutes ces pratiques outdoor, quoi, t'es un peu conditionné par l'environnement que tu as. Et la Corse est un territoire particulier, on va dire. Et le surf corse est particulier. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir la Corse étant jeune, avec une tante par alliance qui était d'origine corse. Donc on a passé beaucoup de temps étant jeune avec mon frère et mes parents en Corse. Et j'y suis retourné il y a quelques années pour des vagues incroyables en plein hiver. Et le surf corse est un surf bien particulier, au même titre que le surf sud-aquitain, pour pas parler exclusivement du Pays Basque, est un surf particulier, que le surf breton est un surf particulier. Je pense que chaque territoire a des spécificités. Et Jean Valère est un surfeur particulier, on s'est rencontrés au travers du stand-up. C'est un gars qui a bien accroché au stand-up, il n'a pas fait que du surf en Corse, il est venu ici, il a enseigné le surf sur la région de Segor, il a fait des voyages en Indonésie. Moi, je l'ai découvert la première fois en regardant une photo de lui dans un magazine où il était en stand-up à Gradjagan. Je savais ce que c'était le stand-up, c'était le début du stand-up, en général des grosses planches sur une vague assez engagée. Je me suis dit, tiens, lui quand même, ça va être un bon surfeur. C'est un gars qui se fait ses planches, qui est un shaper très respecté, qui aujourd'hui est le principal shaper en Corse, qui fait des planches à Pierre Rollet. Certaines des planches que Pierre Rollet surfe à Nazaré sont des planches fabriquées par Jean Valère en Corse. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait des choses à dire. Et puis c'est un gars aussi qui a une culture sportive. C'est un gars qui a été diplômé du sport en France. Il est moniteur de surf et on l'entend jamais. Il est basé où? Il est basé juste au nord de Bastia. Bon. Tu vas me filer son number, ça m'intéresse pour le rencontrer. Et je passe pas mal de temps en Corse en plus, donc ce serait excellent. Super école de wingfoil, il vient de se former en wingfoil. Et je serais très impatient d'écouter ce qu'il aurait à te dire. Je pense que c'est quelqu'un qui est discret, mais je vais lui passer un coup de téléphone, je vais lui dire que je lui ai envoyé un flambeau qu'il a intérêt de reprendre, et je pense pas qu'il le refusera. Parce qu'ils œuvrent, tu vois, tu connais la Corse, mais voilà, le surf en Corse, tu vas pas n'importe comment. Faut être invité, faut être recommandé, et c'est bien. Mais il s'ouvre aussi un peu. Il s'ouvre un peu, il raconte un peu des choses. Génial. Peyo, pas de surprise, je me suis régalé, super échange. Merci beaucoup, et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec Peyo. J'en attendais beaucoup et je n'ai pas été déçu. Je vous conseille très vivement son livre publié aux éditions La Martinière, Vie de surf. Un must dans une bibliothèque de passionnés, tant sur la forme, avec de magnifiques photos, que sur le fond, puisque c'est une véritable bible qui revient sur l'histoire du surf. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille vivement d'écouter ou de réécouter la fat interview d'un autre pionnier, Joël de Ronet, le premier surfeur français. C'est l'épisode 19. Et si vous aimez Mordu, partagez cet épisode et mettez-nous 5 étoiles sur vos apps d'écoute avec un commentaire.
Ça nous aide énormément à être visible et à continuer. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Sinon, c'est un scandale et je vous laisse. À plus les mordus.